passer tout de suite la parole à Philippe qui nous parle qui continue dans cette dynamique, mais en parlant des choses concrètes. Philippe est un médecin de terrain et son titre, Un futur à construire ensemble, riche et digne artisan de son histoire. Et là après, un peu plus obscur, mais il va tout nous expliquer. D'Ambroise Croizat à une médecine autrement. À toi, Philippe. En fait, j'ai changé le titre. Ah, bon. Je l'ai complété. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même comme titre. Je l'ai complété parce que je me suis dit, pourquoi il faut détoxifier certains organismes et certains concepts actuels? Parce qu'ils sont devenus toxiques pour nous. Voilà. Moi, je voudrais d'abord vous remercier parce qu'il n'y aurait pas de CSI, vous n'étiez pas là. Parce qu'un CSI à 9, entre 9. Donc voilà, grand bravo à vous. Et vraiment, c'est un vrai bonheur d'être enfin en présentiel, même s'il manque quelques cordes vocales et une abeille qui tourne autour de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de soignants dans cette salle. Et le soin, qu'il soit en médecine alternative, intégrative, complémentaire, parallèle, non, on oublie ça, ou de la médecine classique, doit et devrait se baser sur 5 axes. Primum non serré. Parce que si vous donnez les antibiotiques pour une angine, mais que ça nécessite de couper la jambe, c'est moyen quand même. Et puis, le consentement éclairé. Et on en reparlera après. On l'a bien oublié. Et cette balance bénéfice-risque, qu'on peut considérer comme un préalable à tout soin. Et le secret médical. Et on verra pourquoi ces 4 éléments ont été un peu galvaudés. Mais j'oublie le dernier qui est fondamental. Et puisque tu connais bien Michel Simès, je pense qu'il faut quand même lui rappeler l'article 41-13-13 qui nous oblige, c'est pas parce qu'on est sympa avec vous qu'on va le dire, qui nous oblige de par la loi, qu'on peut être sanctionné si on ne le fait pas, de déclarer nos conflits d'intérêts. C'est pas interdit d'avoir des conflits d'intérêts. La loi peut nous en donner. Il est interdit de ne pas les déclarer. Donc je pense parler au nom de tous les intervenants. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt avec tous les lobbyistes de la santé. Alors, moi je voudrais parler de quelques acteurs de ce système de soins depuis 2 ans. Ils se sont appropriés des droits qui sont très étonnants. Alors je parlerai des 17 ARS, puisque maintenant les grandes régions, même si l'Aquitaine n'a pas encore mangé l'Occitanie, il y en a 17 qui ont été inventés en 2009. Alors, l'ARS, c'est, alors je ne redonnerai pas le micro à un autre, parce que je pense que là, il y a pas mal peut-être de postillons un peu toxiques, ou qui vont faire améliorer votre immunité. Attention. Ces ARS s'arrogent le droit de porter plainte. En l'occurrence, l'ARS a demandé ma radiation. C'est nouveau, ça, avant c'était l'ordre. Maintenant, c'est les ARS. L'ARS s'arroge le droit de dire à la Sécu, tiens, celui-là, il n'a pas été vacciné. Mais depuis quand l'ARS possède notre carnet de vaccination? C'est nouveau, ça. Ça choque personne. C'est légal. On va voir pourquoi. L'ARS s'est permis donc de dire à la Sécu, transmettez aussi nos informations à l'ordre. Mais il est où le secret médical? Il est où le secret médical? Parce que s'il avait été respecté, aucun soignant n'aurait été interdit d'exercice par définition, puisqu'on ne pouvait pas savoir s'il était vacciné, plutôt injecté ou pas. Et cette sécurité sociale, s'est arrogé un droit, alors, un peu compliqué pour eux au niveau technique. C'est comment interdire un soignant, notamment de ville, soit médecin, infirmière, techniquement, en désactivant leur carte de professionnel de santé, ce qu'on appelle la CPS, qui permet de faire des feuilles de soins électroniques. Alors ils étaient bien embêtés parce que le reste leur a dit, mais pas vacciné, il faut plus qu'ils prescrivent. Ah ouais, mais on sait pas faire. Ils ont mis 2 mois. Sauf que maintenant, ils savent faire. C'est-à-dire qu'il y en a un sous fifre qui appuie sur un bouton. Et immédiatement, un code, je crois 99,
se met à côté de votre nom. Ce médecin ne peut plus prescrire. Ne peut plus prescrire, sans avertir même le médecin. Et la sécurité sociale ne travaille pas tout seul pour que vous soyez remboursé des soins. Il y a 3 acteurs. Sécurité sociale, les syndicats médicaux, pas n'importe lesquels. 10 représentatifs. Il y en a 6 actuellement. 10 représentatifs par des élections. Parce qu'il y a plein d'autres syndicats. Ils sont pas à la sécu. Et 3e acteur, c'est les représentants des usagers. Tout ça fait qu'il y a des conventions qui sont signées. Tu signes pas, tu signes pas, tu auras un chèque, tu signes. Ah bon, quel chèque? 2 millions. 2 millions 7 annuels versés aux syndicats. C'est tentant, hein, quand même. Quand vous jouez au loto, vous n'êtes pas toujours, gagnez pas toujours là, vous gagnez toujours. Ça explique quoi? Que ces 2 millions 7 versés annuellement aux syndicats leur permet, de faire des formations, mais surtout d'engraisser un peu leurs cadres. Et quand vous voyez ces cadres s'exprimer à la télé, c'est sûr qu'ils avaient tout intérêt à financer, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils apparaissent gratuitement, hein, les présidents de syndicats. Tout ça, il y a des cotations. Et ça a permis l'avenant numéro 6 de cette convention 2016, à l'avenant numéro 6, a permis de faire la télémédecine. Quel bonheur! Au moins, je ne recevrai pas les postillons de Chazon parce qu'il a la voix enrouée. Quel bonheur! On se déplace plus. Ouais, je ne sais pas s'il a trop décrépitant quand on écoute les poumons, mais enfin, quand même, on va lui donner du Doliprane, et puis, il est un peu dyspnéique, allez, on fait aux urgences. Quel bonheur, on se déplace plus. Et puis, les patients sont contents. Pas besoin d'avoir une place de parking pour se garer. Plus besoin de prendre de rendez-vous. La télémédecine et la télé-expertise. Et peut-être vous bénéficiez, et vous verrez cet acte qui se met sur votre feuille de soins, qui s'appelle TCG. TCG, c'est que vous avez une consultation par télémédecine, via un écran. Alors normalement, ça devait être assez sympa et assez, on va dire, respectant un certain nombre de clous. Il devait y avoir une visio, il devait y avoir un compte rendu. Que nenni, téléphone. Tu es mon interne. Écoute, j'ai pas vu cette patiente depuis quelques semaines là. Appelle-la pour voir si ça va bien. Allô? Oui. Oui, non, monsieur le docteur, est-ce que ça va? En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler. Tout va bien. TCG, 25 € ici. C'est ça la réalité. Alors comment voulez-vous que 97% des médecins qui en plus ont adhéré à une petite idée de Sarkozy, en 2012 je crois, qui était le contrat à la performance, maintenant qui s'appelle la ROSP, rémunération sur objectif de santé publique. Tout bénef. Parce que si on respecte les critères de ces objectifs de santé publique, ils peuvent aller à la vaccination des 11 11 vaccins. La mammographie systématique, alors qu'on sait très bien qu'il faut faire des mammographies, non pas de dépistage, mais qu'elles soient ciblées. Ah ouais, mais on touche quand même entre 8 000, 10 000, 12 000 € quand même. C'est pas mal. 3% des médecins ont refusé cette ROSP. Ah non, pas refusé. Si, ils ont refusé. Mais les 97%, ils n'ont pas accepté. 97%, s'ils ne refusaient pas, ils acceptaient de fait. Et c'était entre le 25 décembre et le 31 janvier, il y a une dizaine d'années. C'est ça la ROSP. Alors comment voulez-vous avoir des résistants chez les médecins? Et donc, parce c'est compliqué de comprendre qu'il n'y a pas eu plus de réactions. Les syndicats des médecins libéraux et probablement hospitaliers sont des grands responsables de tout ça. Et puis il y a l'ordre. L'ordre. Vous vous rendez compte que ils vont essayer maintenant de faire la chasse à tous les prescripteurs, vaccinés ou pas, d'ivermectine, de vitamine D, mais c'est où ça? Et comment ils savent? Ah oui, il y a le secret médical. Alors, un autre organisme qui est intéressant, c'est l'ANSM. Alors c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire, il change de nom. Il y a eu l'AFSAPS, et puis le sang contaminé, et puis il y a eu alors non, dans l'ordre c'était, oui c'est ça, l'agence du médicament à cause du sang contaminé, et qui est devenu AFSAPS.
Et AFSAP, c'est devenu ANSM, Agence nationale de sûreté du médicament, depuis l'affaire Mediator. Et puis là, faut pas rêver. C'est une structure qui va disparaître. Qui va disparaître dès que le scandale va être révélé. Et trouvons un autre nom. Le problème, c'est que les hommes restent. Les structures changent, les hommes restent. Et puis, il y a cette autorité de santé. Mais, alors, c'est très curieux, l'évolution de l'autorité de santé. Avant, ça s'appelait l'ANDEM. Agence nationale de développement, d'évaluation médicale. On peut évaluer, c'est pas un gros mot de dire évaluer, c'est quand même sympa de savoir si on a l'impression qu'on fait du bien en soignant aux patients ou pas. Et puis c'est devenu ANAES, Agence nationale d'accréditation. Accréditation d'un professionnel de santé de ville, d'un hospitalier. ANAES en santé. Et puis là, il y a quelques années, HAS, haute autorité. C'est une autorité normalement publique et indépendante. Sauf que c'est tellement indépendant que le président est nommé par décret par le président de la République, que les autres membres du collège sont nommés par le président de la République sous proposition du président du CESE, Conseil éducatif, économique, social et environnemental, par le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même Macron qui... Donc voilà, c'est un organisme qui est absolument pas dépendant. Et surtout, depuis qu'une certaine future ministre, qui est restée quelques mois à l'HAS, en est devenue présidente, elle venait de l'INCA. On va l'appeler Agnès parce qu'on l'aime bien. Depuis que cette Agnès est passée à l'HAS, tout a changé. Avant, l'HAS faisait des recommandations, c'était plutôt ANAES, ils avaient une équipe. Maintenant, ils font quoi? Ils mettent un tampon sur des sociétés savantes qui ont dit que. Et on sait bien que les sociétés savantes en médecine, il n'y a pas mieux que de lien avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, cette HAS, elle fait quoi? Parce que mine de rien, on parlait de la science tout à l'heure, mais la science, c'est eux, hein. C'est eux qui sont c'est eux qui vont dire, est-ce que la 4e dose est utile? C'est eux qui vont dire, il y a un problème de réintégrer les soignants ou pas? Puis, c'est sympa, en 8 jours, ils répondent. La HAS n'est qu'une espèce de bibliothèque, avec une recherche bibliographique. Le problème, c'est que les recommandations qu'ils donnent quand même aux 300 000 médecins se basent sur une recherche bibliographique, sur la recherche de haut niveau de preuve. Et ces hauts niveaux de preuve, on les trouve où? Forcément dans des études qui ont été financées par l'industrie pharmaceutique. Et pourtant, l'ANSM, ils ont des outils. Il y avait un outil qui était intéressant, mais par le professeur Dominique Marininki. C'était les autorisations temporaires d'usage. On disait, ça peut être sympa quand même d'essayer le Doliprane. Ah, excusez-moi, c'est pas le Doliprane, c'est l'ivermectine. Ah ben non. Ils ont mis une ATU pour le remdesivir. Or, une ATU permet de tester en grandeur réelle un médicament. Et surprise, ils l'ont pas fait pour l'ivermectine. C'est compliqué la recherche en France. Parce que si vous voulez tester une étude randomisée, ivermectine versus Doliprane, il faut avoir l'autorisation de reacting. Et vraiment, je vous invite à prendre vos ordinateurs ce soir, de taper reacting. C'est-à-dire que toute la recherche, actuellement, au même titre que toute la formation médicale continue, qu'elle soit initiale ou post-universitaire, post-diplôme, doit répondre à des objectifs. Et si Reacting dit, nous l'avons demandé au directeur de la veille sanitaire, faisons une étude randomisée, il paraît que vous aimez bien. Moi, j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce qu'on a fait une étude à La Réunion avec un professeur de Marseille, on ne sait pas celui qui avait des cheveux, ça s'appelle le professeur Xavier Lamballerie, pour faire en 2006 une étude dite randomisée, vraiment randomisée, sur l'intérêt de la nivaquine sur le chikungunya, 2006. Avec l'HP de Marseille, Flao, grand Flao, l'hôpital Tenon. Sauf que pour faire une étude randomisée en double aveugle, c'est-à-dire le patient ne voit pas le médicament qu'il prend, enfin ne voit pas la différence, et le prescripteur non plus. C'est pas en 8 jours que ça se fait. C'est pas en 8 jours. Il y a beaucoup d'autorisations demandées, beaucoup d'écriture à faire. Et c'est tellement long que nous, quand on l'a fait, quand on l'a démarré, il y avait plus de cas de chikungunya. Ça veut dire que cette étude randomisée, demandée à corps et à cri à un certain professeur de Marseille, dans le cadre d'une urgence, mais c'est ridicule. On peut pas faire des études randomisées dans le cadre d'une urgence. C'est de l'observationnel.
Et là, l'observationnel, c'est là où que la NSM pourrait avoir un rôle à jouer, l'Agence nationale de sûreté, parce qu'ils ont mis des outils, le SMR, le service médical rendu. Sauf que le SMR, qui va dire si un médicament est remboursé, on pourrait très bien l'adapter aux médecines alternatives. Service médical rendu de l'hypnose, de l'auriculothérapie, de l'ostéopathie, de l'homéopathie. Et les ASMR, les améliorations du service médical rendu, c'est une amélioration par rapport à quelque chose qui existe déjà, pour fixer le taux de remboursement, le prix du médicament. Tout ça pour dire que, finalement, les outils, on les a. Sauf qu'il y a une vraie volonté politique de pas les appliquer. Et puis l'HAS, à qui on a demandé, par exemple, l'intérêt de l'homéopathie. Vous imaginez bien que l'HAS ne va pas donner un avis sur l'homéopathie en un mois. Ils ont donc fait une recherche bibliographique en essayant de voir s'il y avait des études de haut niveau de preuve montrant que l'homéopathie. Ils en ont pas trouvé. Ils ont dit, c'est pas que ça marche pas. Ils ont dit, nous n'avons pas trouvé. Sauf que les journalistes, eux, ils disent, ah, ça marche pas, donc déremboursé. Sauf que, comment ça se passe, une recommandation à la HAS? Il faut des groupes de travail. Si dans ces groupes de travail, vous ne mettez pas d'homéopathe, ou dans le mal de dos d'ostéopathe, ou dans d'autres, forcément, ils trouveront pas d'études de haut niveau de preuve. Mais au fait, a-t-on besoin de ces études de haut niveau de preuve? La plupart des scandales sanitaires, si ce n'est tous, c'est pas les grandes recherches académiques qui les ont mis en avant, hein. Mediator, c'est une étude observationnelle. Le lévothyrox, c'est grâce à certaines associations de patients. C'est toujours eux qui observent. Et puis, je voudrais terminer, pour revenir un peu sur le titre, quelqu'un qui a quand même créé la sécurité sociale, duquel il a tiré un film qui s'appelle La Sociale. Alors, L-A, plus loin social, parce que moi je trouve qu'on aurait pu l'appeler maintenant La Sociale, L'. C'est Ambroise Croizat, qui est donc de la CGT Métallurgie, Parti communiste, en 1946 à peu près, et qui a créé la sécurité sociale. Parce que ce qu'on voudrait, nous, c'est que quand même tous les soins que nous exerçons, que vous exercez, que ce soit en tant que pratiquant ou en tant que soignant, soient accessibles quand même. C'est quand même pas sympa de réserver des soins qui guérissent, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, malheureusement, puisqu'on parlait de des assurances qui prennent le pouvoir, à une seule population qui a de l'argent. Alors merci Ambroise Croizat, et je pense qu'il faut que cette chape du remboursement utile, justifié pour tous, on le retrouve. Et là, on n'en prend pas le chemin, mais grâce à vous tous, on va en prendre le chemin. Et je voudrais terminer en citant un deuxième nom, dont j'aimerais que vous reteniez que la loi et non pas l'individu, qui a été voté en 2002, février 2002 ou mars. Bernard K, on va l'appeler, Kouchner, ancien ministre, et que finalement, si cette loi avait été respectée et appliquée, on n'en serait pas là aujourd'hui, puisque elle concerne le consentement éclairé. Et puis toi, tu dis ça très bien, il y a plein de mots qui vont avec, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on risque quand on se fait injecter. Que nenni? Et pourquoi que nenni? Parce que cette fameuse loi santé dont je vous parlais tout à l'heure, de 2016, et je vous invite vraiment à taper là aussi votre ordinateur, vous tapez l'article 47, article 47 de la loi santé 2016, qui autorise la divulgation du secret médical à des sociétés dans un même à but lucratif. C'est marqué texto, lucratif. Attention, il y a quand même un garde-fou, sous réserve d'intérêt de santé publique. Voilà. Alors, qui décide si c'est un intérêt de santé publique, si ce n'est ceux qui ont des intérêts à venir, justement en diffusant les données de santé. Et cette structure Covid soins, j'imagine qu'on a mis Covid et soins. Dans ce mot, je vois les soins. Je vois le mot vie et je vois le mot co-partenaire pour la prise en charge d'un patient. Co-responsable de notre alimentation. Si un patient veut bouffer, c'est son choix.
et il est co-responsable. Voilà, alors co-vie, soin. Et donc, voilà la conclusion, c'est que il faut rester très optimiste, parce que tu nous avais dit qu'il fallait être optimiste. Il faut l'être. Parce que 600 personnes comme ça, alors qu'il fait beau, qu'il paraît que vous êtes à 1h30 de la montagne, 1h30 de la plage. En plein mois de juillet. En plein mois de juillet. Et qu'on a refusé beaucoup de monde, je crois. Ça veut dire que ces 600 personnes vont peut-être faire des petits. Et une petite anecdote. Au dernier CSI, on l'a fait dans un lieu que je ne connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas 1 heure avant, tout simplement parce qu'ils avaient mis une petite affichette sur les pare-brises à marché, avec les coordonnées de Réinfo 63, c'était le Puy-de-Dôme, Ambert. Et ça, vous pouvez le faire avec vos imprimantes. La seule chose obligatoire, se dire impression par mes soins et ne pas jeter sur la voie publique. Si vous mettez pas ça, vous serez emmerdé. Rien que ça. Et de retransmettre, Louis le dit souvent dans les CSI, si vous avez les liens pour les lives, c'est pas pour vous. Si, c'est pour vous. Et c'est surtout pour les transmétiers. Donc on a un vrai devoir de transmission de ce qui est dit par nos scientifiques. Et je pense que quand le monde scientifique se réveillera, le monde académique, il y aura un certain nombre de pleurs. Et c'est là où, lui aussi, nous le dit souvent, il va falloir être fort, pas pour nous, pour eux. Et ne pas être forcément dans la révolte par rapport à ce qu'ils n'auraient pas forcément compris immédiatement. Merci. Merci Philippe. Ton tour d'horizon était vraiment formidable parce que il permet pour des gens qui sont souvent des profanes, je pense qu'il y a plus de grand public que de soignants dans la salle, de comprendre la situation telle qu'elle est. Il faut comprendre que normalement aujourd'hui, alors sur les données qui sont vendues à des entreprises à but lucratif, il faut comprendre que les données sont anonymisées. On va pas envoyer les données de Monsieur Dupont, mais c'est pas les données de Monsieur Dupont qui intéressent, c'est vos données pour les traiter ensemble. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des individus, vous êtes une statistique. Et c'est ça, c'est encore pire. À la limite, ça serait vos données nominatives, on pourrait dire, ça peut être intéressant pour moi qu'on donne mes données à quelqu'un, s'il peut en faire quelque chose d'utile. Mais non, c'est pour pouvoir traiter de façon statistique. La deuxième chose importante, je pense, que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un site qui permet de répertorier tout ce que touchent les médecins des laboratoires, de l'industrie, d'organismes à but lucratif. Donc, on sait qui sont les médecins, et c'était le problème du conseil scientifique que nous avons essayé de remplacer, parce que on sait que ce sont des gens qui ont touché des centaines de milliers d'euros. Bon, c'est pas forcément illégal, d'ailleurs ça l'est pas, mais c'est juste que ça peut les influencer dans un sens. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ces spécialistes font partie de sociétés savantes. Et la plus connue, c'est la SPILF, la société de pathologie infectieuse de langue française, et que cette société, elle, quand elle touche des subventions, ça n'est pas obligatoirement déclaré sur ce site de transparence. Et la SPILF, elle a touché des centaines de milliers d'euros. Et au final, qui est-ce qui fait des recommandations à la HAS? Qui est-ce qui va aider la HAS à prendre une décision? Ce sont justement ces sociétés savantes. Alors on va regarder, est-ce que le président de la société savante a touché de l'argent? Bon, en l'occurrence, il en touche beaucoup. Mais il en touche beaucoup moins que la société elle-même, avec lequel on ne sait pas comment est utilisé l'argent. Et le pire, c'est qu'il y a aussi les associations de malades. Il y a dans toutes les pathologies, que ce soit la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, etc., il y a des associations de malades qui se montent pour pouvoir réfléchir ensemble, professionnels de santé et malades. Eh bien, il faut savoir que la plupart de ces associations de malades sont financées par les laboratoires. Moi, j'ai eu l'occasion de les intégrer de temps en temps, et on n'avait pas le droit de parler d'homéopathie, etc. Il fallait parler que du médicament du laboratoire. Alors j'exagère, c'était fait de façon plus sournoise, mais c'est réellement ça. Parce que les gens, les dirigeants qui sont à la tête, ils touchent pas d'argent pour eux-mêmes.
mais quand même, ils ont des voyages, ils ont des restaurants, etc. Et puis ils ont surtout beaucoup d'argent pour faire vivre leur association. Et évidemment, le système est perverti. Donc, je crois que c'est important, cette notion de Covid-soin, entre autres, que tu as très bien redéfinie d'ailleurs, ça doit repartir de la base, on doit reprendre le pouvoir sur notre santé. Voilà. Je sais que Olivier, en tant que médecin aussi de terrain, parce que moi, je sais que j'ai pas de problème avec les feuilles de soins, justement parce que je suis pas conventionné. Mais ça veut dire aussi que les gens payent de leur poche. Alors les gens disaient oui, mais la médecine devrait être gratuite. La médecine n'a jamais été gratuite en France. Avant, vous aviez les cotisations de sécurité sociale et c'était beaucoup d'argent sur vos feuilles de paye. Et maintenant, en plus des cotisations sociales obligatoires, vous avez les cotisations mutuelles obligatoires. Donc croyez-moi, la médecine est loin d'être gratuite en France. Bien oui, j'interviendrai tout à l'heure, mais merci d'abord à toutes ces conférences. Vous avez tous posé des pierres extrêmement importantes. Louis, Jean-Dominique, Philippe, tu as une connaissance de toutes ces arcanes extraordinaires. J'avoue que j'ai appris énormément de choses parce que je connaissais pas tout ça en détail, mais c'est très instructif. Et Hélène qui nous régale chaque fois de sa connaissance de tête chercheuse. Si vous savez pas à quoi ressemble une tête chercheuse, regardez Hélène. Ou une tête de chercheuse. Voilà, c'est vrai que moi, en tant que médecin homéopathe, depuis 40 ans, j'ai eu l'habitude de regarder les choses de l'extérieur. Et tout ce qui arrive là, j'ai dit ça à mes confrères, je dis, bah écoutez, vous, on vous empêche de prescrire, on vous oblige à donner du Doliprane, on vous bloque, mais nous, ça fait 40 ans que c'est comme ça, donc ça vous tombe dessus, nous, ça fait 40 ans que c'est ça. Moi, j'ai connu des périodes où mon maître en homéopathie était en QHS, en prison, en quartier de haute sécurité pendant 1 mois pour être blanchi 10 ans plus tard et mourir 6 mois après d'un cancer. J'ai connu ça, j'ai connu Beljanski, que j'aimais beaucoup, qui a été arrêté, plaqué au sol comme un vulgaire terroriste par le GIGN quand Mitterrand est mort parce que il ne pouvait plus donner de médicaments pour sauver Mitterrand. J'ai connu Michel Geffard, et je lui rends hommage, qui est un chercheur extraordinaire, qui a été arrêté, mis en garde à vue par 30 gendarmes, qui a des micros chez lui, qui peut plus parler. Ça, c'est une réalité. Nous, on connaît ça depuis très longtemps. La persécution de ces médecines-là, qui ont un crime extraordinaire, l'homéopathie soigne 30% de la population, avec 3% des dépenses de santé, crime absolu. Ça n'empêche pas, mais, voyez, donc j'ai ce regard. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ça fait 40 ans que c'est préparé, ça fait 1 siècle que ça existe depuis le rapport Plechner et un fameux révérend au nom de malheur, révérend Gates, qui est un nom de malheur en médecine, et c'est plutôt la porte de l'enfer finalement. Et donc ça fait 1 siècle qu'on lutte contre une vraie médecine, ça fait 1 siècle qu'on empêche de soigner les gens naturellement. La médecine a énormément perdu, je vous le dirai tout à l'heure. Et toute l'idée, c'est comment on pourrait aujourd'hui reprendre toutes les belles valeurs de la médecine, qui est tout sauf standardisable, tout sauf numérisable, tout sauf dataisable. Elle est individuelle, le sujet est individuel, il n'y en a qu'un seul, le moule est cassé, il n'y en aura jamais aucun autre comme vous. Donc c'est impossible de faire ça, et il faut, allez soyons clairs, virer tous ces gens-là pour faire une bonne médecine, parce qu'il n'y aura pas de bonne médecine tant qu'on aura les data, les big pharma. Hein? Voilà. Et je respecte le timing de mon camarade qui organise ça magnifiquement. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, imaginez que si vous applaudissez à chaque fois, on va pas l'arrêter. Hein.